Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée aux relations franco-allemandes ou germano-françaises et à leur évolution et pour laquelle nous recevons Matthias Fekl. Matthias Fekl, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour cette émission thématique qui est soutenue moralement et matériellement par la compagnie d'assurance MMA qui la soutient donc en contribuant à son financement et aussi en faisant connaître notre émission à sa clientèle et à ses salariés. Nous rejoignent d'ailleurs dans ce soutien des auditeurs que nous remercions semaine après semaine avec grand plaisir. Et pour ma part, je remercie Dimitri Spoliansky, Mehdi Maxen, Yann Gaston-Maté, Fernand Galindoc et Dominique Argentier. Michaela Wiegel. Mes remerciements vont vers Raphaël Berger, Joseph Lausson, Juliette Cazenave, François Martineau et Patrice Pourchet. Matthias Fekl. Il me revient de remercier Claire Ponce-Henri, Gilles Leray, Alain Grabartz, Marjorie Verlet et Christian Perrien. Nicole Niesotto. Remerciements pour Frédéric Rivaud-Allon, Jules Lannon, Rémi Vermorel, Pascal Le Bénévent et Georges Schramm. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, j'exprime nos remerciements à Christian Breton, Alain Laroche, Jean-Yves Gauthier, Denis Carlier et Nicolas Tixier. Nous sommes donc réunis avec vous, Matthias Fekl. Quand je dis nous, vous l'avez entendu, chers auditeurs. François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers. Et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Matthias Fekl, vous êtes normalien, énarque, vous avez été haut fonctionnaire, député, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, et vous avez été ministre de l'Intérieur, le plus jeune, bref, mais le plus jeune. Vous êtes aujourd'hui avocat. Si c'était notre sujet, je rappellerai volontiers que vous aviez proposé à François Hollande une réforme audacieuse de nos institutions, mais compte tenu de notre propos d'aujourd'hui, je vais me contenter de rappeler que vous êtes né en Allemagne, d'un père allemand et d'une mère française, tous deux professeurs, et chacun enseignant la langue de l'autre. Vous possédez les deux nationalités, française et allemande, vous avez fréquenté les établissements d'enseignement des deux pays, vous êtes bilingue, et nous souhaitons aujourd'hui nous pencher avec vous sur la question des relations franco-allemandes et de leur évolution récente. Le 2 mai, Paris et Berlin annonçaient 5 à 6 milliards d'euros d'investissement pour leur projet de consortium européen de batteries de voitures électriques, projet surnommé l'Airbus des batteries. Bruxelles a donné son accord de principe, jugeant urgent de combler le retard de l'Europe face à la Chine. Plus tôt, le 25 mars, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, composée de 50 députés de chacun des deux pays, tenait sa session inaugurale à Paris, au Palais Bourbon. Sur les plans économiques et politiques, l'unité franco-allemande s'affiche des deux côtés du Rhin, renforcée par des images fortes, comme celle prise lors de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle le 22 janvier dernier. Malgré cela, le couple Macron-Merkel bat de l'aile sur le Brexit, l'ouverture de négociations commerciales entre les États-Unis et l'Europe, et sur la question sensible d'un éventuel échange de territoire entre le Kosovo et la Serbie, pour laquelle ils se sont rencontrés le 29 avril dernier lors d'un sommet à Berlin. La réaction d'Annegret Kramp-Karrenbauer, nouvelle dirigeante de la démocratie chrétienne allemande, la réaction d'AKK à la lettre d'Emmanuel Macron pour une renaissance européenne a fortement attisé les tensions, alors qu'Angela Merkel a d'ores et déjà annoncé qu'elle quitterait la vie politique en 2021. Matthias Fekl, au-delà de ces événements particuliers et au fond aussi de votre point de vue personnel, comment, et avec votre expérience personnelle, comment décririez-vous la perception des uns par les autres et sa récente évolution ?
Matthias Fekl. Question très compliquée parce qu'il y a toujours beaucoup d'a priori, malgré tout le travail de rapprochement au cours des dernières décennies, les préjugés, les clichés restent vivaces. Ce qui est frappant, en tout cas d'un point de vue politique aujourd'hui, c'est qu'au-delà des grandes célébrations, des grandes commémorations indispensables pour rappeler que l'Europe a apporté la paix, ce qui caractérise la relation entre les deux pays, c'est plutôt un manque de confiance et un manque de compréhension de l'autre. Si on se place côté français, on dit les Allemands ne répondent pas à nos propositions audacieuses. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'ambition européenne dans le projet d'Emmanuel Macron. Nous, on fait des propositions concrètes. La chancelière met des mois à répondre. Ensuite, sa probable successeur répond globalement en fermant la porte. Si on se place côté allemand, une partie de l'Allemagne pense la même chose. Une autre partie dit la France est bien gentille, nous fait la leçon, mais en même temps fait ses propositions toute seule dans son coin, ne réussit pas à régler sa crise intérieure. Et donc, ça, c'est le constat. Ce qui est tragique là-dedans, c'est que ce qui a fait les grands moments de la relation franco-allemande, c'est de réussir à créer la confiance en amont des propositions. C'est-à-dire de prendre le temps de se parler au plus haut niveau, au coin du feu, comme faisaient Giscard et Schmitt, par exemple, comme le faisaient aussi Helmut Kohl et François Mitterrand, de savoir exactement jusqu'où on pouvait aller dans les propositions sans mettre l'autre en difficulté. Et si vous regardez la réaction allemande aujourd'hui, notamment la question du siège français au Conseil de sécurité, personne ne pense sérieusement en Allemagne qu'il va y avoir une mutualisation, une mise en commun. C'était une manière de dire « Chers amis français, vous nous faites des propositions dont vous savez qu'elles sont pour nous inacceptables, et donc on fait exactement la même chose. » Quand on en est là, c'est absolument tragique pour l'Europe, qui en ce moment a plus que jamais besoin que le couple franco-allemand, en tout cas le moteur franco-allemand, sorte du ronronnement ou du frein moteur pour se remettre à accélérer. Michaela Wiegel. Oui, alors je salue votre premier classement des relations franco-allemandes parce qu'effectivement, je crois, il y a un flagrant manque de confiance actuellement. J'étais très intriguée par la lettre de Annegret Kramp-Karrenbauer qu'on a mentionnée, qui sonnait vraiment comme quelque chose, comme une provocation parce que elle a absolument pas fait mention de son expérience comme ministre-président de la SAR, où elle a beaucoup travaillé avec la France, où elle a même imposé une stratégie par ailleurs contestée sur l'apprentissage du français. Tous les jeunes en SAR doivent apprendre le français c'était quand même un geste très important et elle l'a pas mentionné. Alors je me suis un peu renseignée au sein de la CDU. Je parlerai de la SPD tout de suite après. Et en fait, il y a un agacement perceptible avec ce président français qui propose, qui suggère, qui exprime son impatience. Et il y avait en quelque sorte une envie de balayer un peu ses idées, de le provoquer aussi un petit peu. Et je trouve que c'est très inquiétant. Et au sein de la SPD, je vois le même phénomène actuellement. Olaf Scholz qui s'identifie absolument pas avec le programme du traité de grande coalition qu'a écrit en quelque sorte son prédécesseur Martin Schulz et qui donc s'associe absolument pas à la mise en œuvre de ce qui était écrit dans le traité de coalition. Et du coup, on a ce même phénomène d'agacement. Mais pourquoi le président Macron, il veut qu'on s'engage sur quelque chose? Alors, j'aimerais vous interroger sur une observation un peu plus substantielle. Est-ce que nous vivons pas la fin d'une relation franco-allemande telle qu'on l'a connue et qui marchait quand l'Union européenne consistait dans des membres assez homogènes où il était facile de singulariser ceux qui s'opposaient. Et du coup, comme la Grande-Bretagne par exemple, ça marchait très bien. Le franco-allemand pouvait être un moteur et s'associer une majorité des États. Mais qu'aujourd'hui, ce système est complètement dysfonctionnel. Matthias Fekl. Je partage ce constat, peut-être en le prolongeant un peu.
Il me semble qu'il y a une divergence entre les intérêts de court terme, qui sont divergents aujourd'hui objectivement, et les intérêts de long terme qui, à mon avis, si on essaie d'être un tout petit peu visionnaire, sans prétention, se rejoignent. À court terme, quand vous regardez l'évolution des économies, l'Allemagne s'est tournée vers l'Est, de plus en plus. Europe de l'Est d'abord, vous l'avez dit, mais aussi l'Est au sens de l'Orient, la Chine en particulier, l'Asie plus généralement. Quand vous voyez dans les plus de 200 milliards d'euros d'excédent commercial de l'Allemagne depuis une quinzaine d'années maintenant, les proportions, la part européenne et même la part française n'ont cessé de se réduire. Donc ça conduit l'Allemagne à s'orienter, à être assez timorée en réalité sur toutes les propositions françaises d'affirmation de la souveraineté, de défense et de réciprocité commerciale, parce que l'industrie allemande et la politique allemande se dit on a plus à perdre qu'à gagner. Nous, inversement, avec un déficit abyssal sur la même période, on est dans une autre problématique. Donc, il y a cet aspect-là qui, objectivement, nous fait diverger. Mais si vous regardez les grands défis de demain, comment préserver nos grandes libertés dans une Europe où les extrêmes progressent, où, par ailleurs, les GAFA ont une emprise toujours croissante sur nos vies, comment s'affirmer face à la montée en puissance de la Chine et à des États-Unis qui, quand même, s'éloignent de plus en plus, y compris de notre cœur de valeur, en tout cas l'administration américaine. Là-dessus, la France et l'Allemagne sont totalement convergents, devraient l'être en tout cas, et devraient être alignés. Donc ce qu'on attendrait aujourd'hui de la part des grands décideurs politiques, ça soit d'être capable de tracer cette vision-là et de se mettre d'accord sur un agenda de moyen terme, de long terme, pour se dire le cœur du projet européen, le cœur du rêve européen, cet attachement aux libertés, à une certaine forme d'État-providence, à un certain modèle social qui, au-delà des différences, est quand même un aspect très partagé. Comment nous le portons dans le monde? Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'achoppe énormément le débat. Nicole Liezotto. Oui, vous avez parlé de méfiance entre les deux pays. Michaela a parlé d'agacement allemand. Moi, j'irais plus loin. Je trouve qu'il y a, depuis quelques mois, depuis plus de 6 mois, une agressivité de l'Allemagne vis-à-vis de la France. Et je l'ai ressenti à plusieurs reprises. Il y a eu, dès novembre, la déclaration de Olaf Scholz, le vice-chancelier ministre des Finances, pour un siège européen au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est pas AKK qui a commencé. Ensuite, Madame Merkel a été très ambiguë dans une réponse sur cette question. Il y a eu la réponse de Madame AKK très agressive à la lettre d'Emmanuel Macron. Et pas seulement... Et là-dessus, il y a eu... Madame AKK disait aussi qu'elle voulait un porte-avions européen, qu'elle voulait aussi supprimer le siège de Strasbourg pour le Parlement européen. Donc, il y a vraiment une agressivité contre les symboles de la puissance française. Moi, je l'interprète comme ça, c'est pas contre la France. Mais c'est une façon de dire à la France, vous n'êtes plus une puissance légitime. Et nous, on veut bien construire l'Europe avec vous, mais en tout cas, vous n'êtes plus une puissance légitime, ni à l'ONU, ni sur le plan militaire, ni pour le Parlement européen de Strasbourg. Et évidemment, du côté français, on passe à l'agressivité. Moi, j'ai été très étonnée quand Emmanuel Macron, il y a une dizaine de jours, a parlé en disant que le modèle allemand était à bout de souffle. Je trouve que pour un président de la République, dire ceci, c'est un tout petit peu étonnant. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cette agressivité allemande? C'est pas de l'agacement, c'est beaucoup plus que ça. Et 2, comment en sortir si le couple franco-allemand, qui était censé être un couple moteur, devient maintenant un couple ennemi, un couple agressif? Je crois qu'on est très mal parti pour la construction européenne. Et la deuxième question là-dessous, c'est est-ce que nous avons encore l'Europe en commun? Est-ce que le projet la France a une ambition pour l'Europe, c'est clair. Emmanuel Macron n'arrête pas de la décliner. Je n'ai pas l'impression que les Allemands ont un projet pour l'Europe. Je n'ai pas l'impression que la CDU est un projet pour l'Europe. J'ai l'impression même que les Allemands deviennent les nouveaux Anglais de l'Europe. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est un marché qui fonctionne et terminer les ambitions politiques. Matthias Fekl. Alors, ennemi, je ne crois pas. Heureusement, on n'est pas là, sinon ce serait absolument tragique, et ce serait un retour du tragique vraiment au sens le plus historique du terme. Mais il y a une agressivité peut-être. Elle existe côté français aussi. Moi, j'étais très frappé au moment du traité d'Aix-la-Chapelle, des réactions en France, y compris auprès de personnalités
importante. On pense qu'on veut ensuite, mais importante de la vie politique française, sur les délires complotistes qui se sont emparés de ce traité, en jouant vraiment en plus sur les pires fantasmes et sous-entendus germanophobes. C'était quand même un moment assez pénible à vivre. Et puis, il y a un problème de méthode. Le discours de la Sorbonne, qui sur le fond, à mon avis, comporte beaucoup de choses intéressantes, y compris d'ailleurs souvent beaucoup plus en continuité avec ce que propose la France depuis des années que ce qu'on a bien voulu dire, intervient au pire moment pour les Allemands. C'est en plein calendrier électoral allemand, et ça illustre ce que je disais tout à l'heure, à un moment où l'Allemagne ne peut pas répondre, et où en réalité, le fait de parler à ce moment-là en faisant des propositions aussi fortes, met tous les acteurs politiques allemands dans un jeu assez complexe. Et donc ensuite, vous avez un enchaînement comme ça de malentendus, mais vous avez aussi des personnalités politiques allemandes qui proposent des choses fortes sur lesquelles il faut plus s'appuyer. Le ministre de l'économie, M. Altmaier, avec sa stratégie nationale et européenne pour l'industrie, fait des propositions qui étaient impensables en Allemagne il y a encore quelques mois, et qui d'ailleurs sont accueillies de manière assez mitigée, mais qui peuvent rejoindre nos vues. Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, sur toute la question de la souveraineté, de la lutte contre les effets extraterritoriaux du droit américain qui frappent les entreprises européennes, a vraiment fait des propositions d'inspiration assez proches de ce qu'on porte, nous, depuis des années, les uns et les autres, dans la diplomatie française. Donc il faut être en mesure d'abord de s'appuyer sur ces acteurs-là, et ensuite de recréer la confiance. Vraiment recréer la confiance, c'est se parler tout le temps, y compris loin des caméras, être en mesure d'évaluer ce qu'on peut porter ensemble. Il y a des complémentarités. Franchement, l'Allemagne, en matière de lutte antiterroriste, serait quand même totalement dépourvue sans le travail des services français et de l'armée française, de nos forces dans le monde entier. Là, il y a un intérêt commun évident qui peut se compenser par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une puissance économique allemande aujourd'hui plus forte. Donc il faut être capable là-dessus de faire le diagnostic de ce qui a échoué au cours des années passées et des complémentarités. Et c'est là-dessus qu'on peut bâtir, et pas en ayant des stratégies et des calendriers qui à chaque fois restent nationaux, qui sur chacun des grands sujets sont liés à la vie politique intérieure française ou allemande, et du coup bloquent les avancées possibles. François Bujon de l'Étang. Oui, alors il y a effectivement des facteurs personnels qui jouent toujours d'ailleurs, parce qu'on a toujours tendance à trop personnaliser la relation franco-allemande et en faire une affaire de chancelier à président ou de président à chancelier sans voir la continuité ou les forces profondes. Mais c'est important tout de même, parce que là nous avons un vrai contraste. Nous avons un président de la République française qui a fait campagne sur l'Europe en se présentant ouvertement comme pro-européen et qui avait des allures de gendre idéal au fond aux yeux des Allemands quand il a été élu, mais qui aujourd'hui, 2 ans plus tard, fait des déclarations que Nicole a évoquées, dans lesquelles il dénonce, à propos du modèle à bout de souffle, les surplus commerciaux et budgétaires faits aux dépens des autres. C'est quand même assez violent, ça aussi. Ça vaut presque le siège européen au Conseil de sécurité, qui est un non-sens total, d'ailleurs, quand on y réfléchit, puisqu'il n'y a pas de politique étrangère commune. Mais je voudrais un peu m'arrêter là-dessus, parce que ce facteur personnel est quand même très important. Je lisais l'autre jour un article, une interview de Jacques Julliard, éditorialiste renommé et respecté, dans la livraison de printemps de politique internationale, dans laquelle il disait que l'Europe, de toute façon, devrait se porter mieux dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, parce qu'elle va être libérée au moins de 2 boulets qu'elle traîne depuis longtemps. Le premier, c'est le Royaume-Uni. Alléluia, ils s'en vont. Ils le saluent, c'est une bonne chose pour l'Europe. Et le deuxième, dit-il, je le cite, c'est Madame Merkel. Parce qu'au fond, elle est, de tous les chanceliers allemands depuis le début de la République fédérale, celle qui a été le moins à l'initiative sur l'Europe. Elle est une parfaite chancelière de l'unité allemande, mais elle n'est pas une chancelière, dit-il, de l'unité européenne. Et on ne peut pas citer une initiative européenne, une proposition concrète sur une avancée précise qu'elle ait faite depuis qu'elle est chancelière. Alors, pour être tout à fait judicieux, il aurait dû citer un 3e boulet qui s'appelle la France et qui est incapable de faire les réformes structurelles dont elle a besoin et qui continue à traîner des finances publiques en fort mauvais état. Mais ça, je le mentionne simplement pour mémoire. Mais je voudrais savoir comment vous réagissez à ce jugement qu'il porte sur Madame Merkel. Et effectivement, c'est la difficulté à laquelle Macron s'est heurté, notre gendre idéal. Il fait des propositions à la Sorbonne, à Aix-la-Chapelle, partout. Il tombe sur un mauvais moment pour l'Allemagne, vous l'avez dit, ça c'est tout à fait vrai, le timing était mauvais, mais il tombe aussi sur une chancelière qui, au fond, n'a pas très envie d'avancer. Matthias Fekl.
Comment répondre à ça? Question très complexe. Moi, je suis pas du tout pro-Merkel, ça va de soi, mais je trouve que c'est toujours un peu facile de lui faire porter le chapeau de tous les échecs. Elle incarne en fait ce qu'est l'Allemagne aujourd'hui, c'est-à-dire une génération au pouvoir qui n'a pas personnellement connu la guerre, et pour qui donc le côté l'Europe comme réponse et manière de surmonter la barbarie nazie est quelque chose de moins présent. Et c'est ensuite une personnalité issue d'Allemagne de l'Est, pour qui l'Union européenne, c'était longtemps quelque chose de totalement abstrait, voire un peu une entité qui les a laissés tomber et qui les a oubliés derrière le rideau de fer. Donc il y a une approche qui est plus ambivalente et moins spontanément pro-européenne pour cette raison-là. Après, ce qui est vrai, c'est que elle a en permanence essayé d'être le plus petit dénominateur commun de l'Union européenne, et que c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Et à long terme, je pense que ça se paiera, parce que l'Allemagne a intérêt à un ancrage européen. Elle y a intérêt économiquement, elle y a intérêt en termes de valeurs, elle y a intérêt en termes de stabilité. Et donc, il faut à tout prix renouer avec cette capacité-là. Regardez, la décision sans doute la plus forte devant l'histoire qu'elle a prise, c'est l'accueil des réfugiés. Et qui, je l'avais dit à l'époque, tout en étant au gouvernement, elle a sauvé l'honneur, d'une certaine façon, de l'Union européenne, et elle a fait un acte très fort, mais elle l'a fait seule. Elle l'a fait sans concerter personne. Alors que typiquement, on le voit bien aujourd'hui, les effets se font sentir dans toute l'Union européenne. Donc là, on est sans doute dans ce que vous dites, c'est-à-dire une difficulté à ce que la chancelière ancre ses décisions dans l'ensemble européen. J'ajoute quand même que la France fait exactement la même chose. Quand on fait notre tournant énergétique ou notre transition énergétique, on le fait nous aussi, sans associer les Allemands, qui eux-mêmes font des choix de leur côté. Donc aucune des grandes décisions aujourd'hui n'est prise en commun, même lorsque les défis sont transfrontaliers et ignorent les limites des différents pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question complètement, je ne suis pas sûr. Michaela Wiegel. Oui, alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase ? Nicole et François ont mentionné tous les deux cette conférence de presse du président Macron à l'Élysée, sa première d'ailleurs, au bout de 2 ans, où j'ai eu effectivement la chance de lui poser cette question sur la relation franco-allemande et où il a répondu, pour moi, de façon assez étonnamment, en critiquant le modèle de croissance allemande, tout en disant, et ça atténue probablement un petit peu sa critique, qu'il n'en voudrait pas à l'Allemagne d'avoir fait ces réformes assez tôt pour en bénéficier des avantages concurrentiels que lui procuraient ces réformes, mais que de facto, ça avait extrêmement renforcé les déséquilibres au sein de l'Union européenne. Et j'ai l'impression que nous sommes maintenant entrés dans une phase où le président français va vers une confrontation des idées. On l'a vu au sommet de Sibiu à Hermannstadt en Roumanie, où pour la première fois, il s'est associé 7 autres États membres pour avoir une initiative sur la politique climatique et en singularisant en quelque sorte Angela Merkel, qui jusqu'à maintenant avait réussi à se faire voir sur le front intérieur comme la chancelière du climat, et en montrant bien que nous avons complètement abandonné ce positionnement. Donc, on peut presque dire on est entré dans une forme de name and shame, c'est-à-dire nommer et mettre la honte un petit peu à l'Allemagne du président Macron. Matthias Fekl. Il y a eu une erreur d'analyse, à mon avis, au début, après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, c'est de dire on va faire des réformes internes, et en contrepartie, grâce à la confiance que ça va générer en Allemagne, on pourra avancer sur l'intégration européenne. On voit bien que ça n'a pas fonctionné. D'abord en regardant la situation intérieure française, qui est très compliquée et qui quand même suscite beaucoup d'interrogations en Europe. Et ensuite parce que le passage ensuite à l'intégration européenne est un échec total pour l'instant sur absolument toutes les propositions qui ont été faites, avec un isolement de la France sur à peu près tous les grands sujets.
Alors ensuite, les initiatives liées aux élections européennes sont aussi sans doute à analyser dans un contexte de politique intérieure et de politique électorale. Ce qui compte là-dessus, c'est la pérennité. Je suis convaincu que un des grands enjeux pour le moteur franco-allemand, c'est de faire de l'Europe le premier continent écologique au monde, en faisant de l'impératif et de l'urgence écologique quelque chose de transverse à toutes les politiques. En 2016, j'avais dans la stratégie que j'avais proposée pour le commerce extérieur français, déjà indiqué que, à mon sens, l'Europe ne devait plus négocier et ouvrir aucune négociation avec un État qui ne respecte pas l'accord de Paris. Ça a été repris maintenant par le président de la République, je m'en réjouis, mais c'est le cas de la diplomatie française depuis 3 ans. C'est comme ça qu'on agit, c'est comme ça qu'on fait concrètement primer l'accord de Paris sur d'autres textes internationaux. Ça, c'est une utopie et une ambition pour l'Europe, de renouer avec un nouveau modèle de croissance et de développement. Donc, la France et l'Allemagne réussiront-ils à avancer là-dessus? Je l'espère. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas en se stigmatisant, en se montrant du doigt et en mettant l'autre en difficulté à chaque sommet européen que les choses peuvent avancer. Ça, c'est la paralysie assurée de l'Union européenne, et c'est à la fin du perdant-perdant, comme diraient les communicants ou les marketeurs. Moi, je voudrais poser une question plus anecdotique ou personnelle, mais je suis de la génération qui a vu se créer l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Je suis aussi de la génération dans laquelle beaucoup de parents, en tout cas un nombre significatif, tenaient à ce que leurs enfants, notamment les fils, je dois dire, apprennent l'allemand et ensuite participent aux activités, et des correspondants allemands avec qui on échangeait participent aux activités de l'Office franco-allemand, etc. L'idée étant que si nous nous connaissions un peu moins mal, nous ferions aussi un peu moins de mal et nous aiderions à construire autre chose. Ça a plus ou moins marché, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous, qui êtes beaucoup plus jeune, voyez maintenant. On constate, ce sont simplement des chiffres, que moins de Français apprennent l'allemand. Il y a aussi moins d'Allemands qui apprennent le français, mais enfin, il en reste quand même davantage. Nombre d'Allemands viennent, vous avez été ministre du Tourisme en France, visitent le pays, peu de Français vont faire du tourisme en Allemagne. Enfin bref, tout ce qui fait que, au-delà des traités, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, qui est évidemment la partie institutionnelle, sérieuse, importante, mais ce qui fait la vitalité d'une relation, c'est l'apprentissage des langues des uns par les autres, c'est la connaissance des coutumes, des mœurs, etc. Comment voyez-vous ça, vous, simplement enfin, j'allais dire seulement à titre personnel, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez aussi eu un poste d'observation qui vous permettait de voir les choses globalement. Mais donc, est-ce que, en mélangeant les deux, comment répondriez-vous à cette question, réagiriez-vous à cette question? Le franco-allemand, c'est d'abord un mariage de raison, sur des critères objectifs, et avec l'idée que si on ne se rapproche pas, on va recommencer à se combattre, et qu'il est absolument impensable d'avoir de nouveau une hécatombe comme on l'a connu au siècle passé. C'est ça au début le franco-allemand. Complété ensuite par du volontarisme très fort, parce que spontanément, les deux pays ne sont pas tournés l'un vers l'autre du tout. Culturellement, on est beaucoup plus tourné vers les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, voire les pays du Maghreb, et l'Allemagne beaucoup plus vers le nord et vers l'est. Donc il a fallu un volontarisme très fort, l'OFAGE, tous les échanges que vous avez cités, qui ont concrètement rapproché les jeunes, et tout ce travail-là, d'une certaine façon, est à refaire. Ce qui manque aujourd'hui, cruellement, dans la relation franco-allemande, c'est la relation entre les sociétés civiles, comme on dit. Les canaux économiques existent, donc les économies sont relativement intégrées, même si ça s'est un peu distendu, et que nous sommes plus nécessairement les premiers partenaires commerciaux. Mais tout ce qui est échange culturel, connaissance de la culture de l'autre, du jeune cinéma allemand par exemple, qui produit des œuvres absolument remarquables, la jeune littérature des deux pays, c'est très peu connu dans le pays de l'autre. Et donc il faut être en mesure de reporter des initiatives là-dessus. Moi, je suis de longue date disfavorable, par exemple, à l'Erasmus pour tous. Bien au-delà, c'est assez popularisé maintenant, mais bien au-delà des étudiants qui en bénéficient aujourd'hui. Il faut l'étendre à tous les apprentis, à ceux qui sortent tôt du système scolaire et qui ensuite auront beaucoup moins la dimension européenne et internationale dans leur parcours. Ils doivent pouvoir concrètement bénéficier
de l'Europe. Il faut des preuves d'Europe pour tout le monde, dans tous les départements, dans les campagnes, dans les banlieues. Et nos deux pays pourraient tout à fait là-dessus porter une initiative forte, disant d'abord en franco-allemand, ensuite étendue à d'autres pays européens. Avant ces 18, 20, 25 ans à définir, chaque jeune passe 6 mois, 1 an dans le pays de l'autre, va s'y émanciper, découvrir d'autres manières de faire, de penser. Ça doit être ça aussi l'Union européenne, un projet d'émancipation concrète pour tout le monde. Si on renoue pas avec ce type d'approche-là, si on reste strictement dans les règles budgétaires, enfin exclusivement dans ce type d'approche-là, franchement, c'est pas ça qui fera rêver nos jeunes. Nicole Liezotto ? Oui, moi je voudrais revenir aux relations politiques qui, à mes yeux, je le répète, traversent une vraie crise. Et je ne comprends pas pourquoi on a peur de prononcer ce mot. Voilà, ça arrive dans tous les couples. Et là, on est en crise franco-allemande. Mais quand on regarde dans l'histoire des relations franco-allemandes, me semble qu'il y a eu un seul moment historique où, pour les deux pays, l'intérêt national a coïncidé avec la nécessité du renforcement de l'Europe. Il y a eu un seul moment qui était 89-91, l'unité allemande. Pour Kohl et Mitterrand, il y avait une coïncidence absolue entre l'intérêt de leur pays et faire avancer la construction européenne, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer ici. Et ça a été la lune de miel franco-allemande, la période bénie où effectivement on a fait avancer le traité de Maastricht, etc., etc. Avant cette période, la relation franco-allemande était totalement déséquilibrée au bénéfice de la France. C'était l'Allemagne qui était demandeur parce que ça lui donnait une caution de respectabilité pour sa puissance économique, etc. Et depuis, la relation est de nouveau déséquilibrée, mais au bénéfice de l'Allemagne. C'est la France qui est demandeur. La France a besoin de l'Allemagne pour faire avancer ses projets européens, et l'Allemagne a l'impression qu'elle n'a pas besoin de la France. Moi, c'est mon analyse. Il me semble que l'Allemagne a besoin du marché européen et qu'elle n'a pas besoin de l'Europe. C'est pas du tout la même chose d'avoir besoin d'un marché et d'avoir besoin de l'Europe. Et la position qu'a prise Madame Merkel sur le Brexit, en acceptant éventuellement, elle aurait été prête à donner 1 an de délai pour le Brexit, me paraît inconcevable à quelqu'un, si elle avait une vraie ambition politique pour l'Europe. Est-ce que je pense que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais j'aimerais vous entendre. Matthias Fekl. Je pense qu'on rentre dans la distinction court terme et long terme que j'essaie d'esquisser tout à l'heure. À court terme, c'est tout à fait vrai. Mais à moyen terme, et même à long terme, l'Allemagne a un besoin absolu à ce que les valeurs européennes puissent persister. Et aujourd'hui, il faut vraiment... Je me souviens d'avoir dit ça dans une réunion avec Wolfgang Schäuble en 2014, juste avant d'être nommé au gouvernement, en disant il y a un intérêt absolu, supérieur pour nos deux pays, à combattre ensemble les extrêmes qui montent partout. Si vous regardez la progression de l'extrême droite, y compris en Allemagne, où c'était impensable, il y a encore quelques années, d'avoir un parti à moitié néo-nazi entré au Parlement, avec encore récemment une personnalité qui s'est fait photographier devant des posters d'Hitler sans être exclu du parti. Franchement, c'était inimaginable. Il y a peu de temps en Allemagne, et ça redevient quelque chose qu'on entend. Quand vous voyez la montée des actes antisémites dans les deux pays et dans toute l'Europe, il y a plus de 10% d'actes antisémites en Allemagne, 2017-2018, et si vous regardez les agressions et les actes violents, plus de 60%. Et les chiffres en France sont sans doute encore plus inquiétants. Ça, c'est des défis communs. On est sur l'essentiel, là. On n'est pas sur est-ce qu'il faut ajuster tel taux de fiscalité ou tel aspect de notre économie. On est sur les valeurs supérieures qui ont fondé l'Europe. Et c'est là-dessus qu'il faut porter le combat, ensemble avancer, sinon tout redevient possible. François Bujon de l'Étang. Oui, c'est certainement vrai, mais il y a d'autres éléments qui jouent aussi. Pour rester sur le terrain politique sur lequel Nicole voulait nous placer, il y a l'évolution de la position américaine, par exemple, et la façon dont M. Trump affiche de la manière la plus claire que l'Europe, aujourd'hui, ce n'est plus un enjeu stratégique, et sur le plan stratégique, les États-Unis se détournent de l'Europe. Or, dans le projet européen tel que conçu par l'Allemagne depuis les origines, la protection américaine, le parapluie américain était essentiel. Parce que, et là je voudrais revenir un petit peu aux origines justement et au long terme, le projet
projet européen, il a évolué. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Matthias Fekl, est tout à fait vrai. Au départ, la relation franco-allemande, c'était de rendre la guerre impossible entre les deux pays. C'est la déclaration Schuman, c'est De Gaulle-Adenauer, c'est le traité de l'Élysée du 22 janvier 63. Tout ceci, c'était le point de départ. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas eu un gigantesque malentendu, au fond, dans la relation franco-allemande, dans la mesure où, après avoir créé le marché commun et les origines de ce qui est aujourd'hui une grande zone commerciale et industrielle commune, chacun avait développé un projet qui, au fond, était très différent de celui de l'autre. Pour les Français, dans la tradition gaullienne, c'était l'idée d'une Europe puissance. Une Europe qui pouvait s'affranchir de la domination américaine. C'est la raison pour laquelle De Gaulle ne voulait pas du cheval de Troie que constituait le Royaume-Uni, etc. Pour l'Allemagne, au contraire, qui a dû développer un projet de société pacifiste pour des raisons évidemment historiques, l'héritage du nazisme, etc., c'était complètement différent. Le projet allemand, ça constituait à créer cette espèce de grand marché dont Nicole nous dit aujourd'hui que Mme Merkel semble se satisfaire. Mais effectivement, l'Allemagne était en train de transformer l'Union européenne en une grande Suisse, pacifiste, prospère, libérale, tout ce que vous voudrez, mais qui n'est jamais qu'une grande Suisse, au fond. C'est le danger d'helvétisation de l'Europe qui a succédé au grand projet soviétique de la finlandisation. Et la France, elle, a continué à développer ou à nourrir son fantasme d'une Europe puissance et, au fond, à ne pas réussir à faire partager cette vision à l'Allemagne. Mais voilà qu'aujourd'hui, M. Trump nous dit « Je ne protège plus l'Europe, je m'en fous de l'Europe, elle ne m'intéresse pas. C'est la Chine, le Pacifique qui m'intéresse et les Européens peuvent se débrouiller tout seuls. » Ça ne peut que provoquer en Allemagne, me semble-t-il, une prise de conscience du fait que les choses ne peuvent plus durer comme avant. Ce parapluie merveilleux à l'intérieur, en dessous duquel l'Allemagne a pu s'endormir dans le molle confort du pacifisme et de la prospérité, ne vaut plus pour l'avenir. Qu'est-ce que ceci change dans la donne ? Matthias Fekl. Dans l'histoire franco-allemande et européenne, il y a sans doute des malentendus fondateurs, et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de malentendus qui conduisent au blocage. Dans les malentendus fondateurs, vous avez cité la différence d'imaginaire presque qui a présidé au projet européen dans les deux pays. Chez nous, il y a une part presque de rêve impérial. Comment est-ce qu'on remplace l'empire perdu par une nouvelle entité sur laquelle on peut projeter notre puissance, sur laquelle on peut se fonder pour continuer à rayonner dans le monde ? Un livre récent du ministre de l'économie Bruno Le Maire s'appelle, je crois, l'Europe pour un empire bienveillant. En tout cas, avec clairement cette idée formulée. En Allemagne, c'est tout le contraire. Vous l'avez indiqué, et c'est d'une certaine façon porté au niveau européen l'idée de patriotisme constitutionnel chère à Habermas, où on trouve dans les textes, dans les grandes proclamations et déclarations de droit, dans les principes, une forme de fierté et une manière de se retrouver sur des points essentiels après la barbarie nazie. Donc ça, mais c'est un malentendu fondateur qui, pendant longtemps, a permis de progresser, adossé quand même sur un point où on se retrouvait, qui était l'intérêt majeur d'imbriquer nos processus de prise de décision et d'imbriquer nos économies. Alors il y a un autre malentendu fondateur que je peux vous rapporter sous forme d'anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je pense qu'elle est vraie car elle est racontée par le petit-fils de Konrad Adenauer, qui s'appelle Konrad Adenauer, et qui raconte l'une des premières fois où son grand-père vient à la boisserie pour déjeuner avec le général de Gaulle. Donc dans la propriété. Dans la propriété du général. Et semble-t-il, en tout cas c'est ce que raconte Konrad Adenauer, le petit-fils, Madame de Gaulle ne serait pas absolument enchantée de recevoir un dimanche chez elle, comme ça, des invités qu'elle connaît pas bien, etc. Et pour manifester, tout en restant très courtoise, une forme de mauvaise humeur, elle ne fait pas servir le déjeuner dans les plats d'apparat, mais dans une vaisselle plus simple. Et Konrad Adenauer, le chancelier, d'après cette anecdote, arrive et voit qu'il est reçu non pas
comme un chef de gouvernement, mais comme un ami de la famille, en toute simplicité, et dit à partir de là, nous allons pouvoir faire de grandes choses ensemble. Bon, ça c'est peut-être de manière anecdotique c'est pas un autre complètement malentendu anecdotique fondateur. parce que même si c'est une image ou si c'est Oui. quelque chose qu'a imaginé, voire inventé le petit-fils du chancelier Une belle Adenauer, histoire en tout cas. c'est une belle histoire et c'est aussi une histoire qui mesure la distance des rapports personnels entre les responsables, entre les chefs d'État. Et au fond, pour revenir à ce que vous avez les uns et les autres, les unes et l'autre, évoqué tout à l'heure, il y a aussi quelque chose qui, au fond, a duré jusqu'à Mitterrand et Kohl, et en passant, comme vous le rappeliez, par Giscard et Schmitt, qui est de l'ordre de ce que Matthias Fekl rappelait, les conversations au coin du feu, ou là, en l'occurrence, au coin de la table de la cuisine, enfin, j'espère quand même de la salle à manger, dans la vaisselle de la cuisine, qui font partie, en effet, de ce qui... Et au fond, si on essaye de transposer l'anecdote à la période contemporaine, on n'imagine ni Emmanuel Macron recevant la chancelière allemande chez lui dans la vaisselle, quelle que soit la vaisselle, ni davantage. La chancelière allemande le faisant, et cette anecdote nous permet de mesurer une distance. Michaela Wiegel. Oui, ça m'amène à revenir à cette question que je trouvais très importante aussi au-delà du niveau politique de qu'est-ce qu'on fait pour qu'on s'entende mieux? Et l'apprentissage des langues, à cet égard, est très important. Alors, j'ai l'espoir, et je ne sais pas si vous le partagez, que au moins ce fonds citoyen qu'on crée avec le traité d'Aix-la-Chapelle va amener de plus en plus des gens qui ne sont pas dans le cible habituel. Par exemple, j'entends que des orchestres qui veulent s'échanger ont beaucoup de mal à avoir des fonds, des subventions actuellement parce que ça rentre pas vraiment dans les critères de l'OFAGE. Donc, est-ce qu'on peut arriver à avoir plus d'échanges sur des niveaux différents poussés par l'intérêt entre les associations sportives ou d'artistes? Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aussi une initiative concomitante au niveau de l'école? Alors vous savez mieux que moi que malheureusement, cette idée que l'allemand était en quelque sorte une langue pour l'élite et la volonté de casser cela avec la réforme du collège a quand même, quand on parle aujourd'hui avec des professeurs d'allemand, cassé beaucoup de bonne volonté. Et qu'aujourd'hui, il vaut mieux habiter en Alsace qu'à Montpellier pour apprendre l'allemand parce que l'offre, malheureusement, a été ajustée. Et donc... et en Allemagne, je dis tout de suite, la situation n'est guère plus satisfaisante. Quand on regarde les anciens pays de l'Allemagne de l'Est, il y a encore quelques régions où il y avait une tradition parce que la France était un peu le pays de la résistance, des idées des Lumières, dont l'ancien président Joachim Gauck parle très bien. Mais il y a aussi des territoires où on n'apprend plus du tout le français. Donc, est-ce qu'il ne faut pas que les deux gouvernements essayent de relancer l'apprentissage des langues? Pardon, question complémentaire. Il existe une chaîne franco-allemande qui s'appelle Arte. Qui est un beau succès. D'ailleurs, à l'origine, un projet européen, et pas seulement un projet franco-allemand. Mais le premier président français de cette chaîne est resté 10 ans président sans apprendre un mot d'allemand. Alors que le président allemand, qui ne parlait pas français quand il a été nommé, avait appris le français. Est-ce qu'il y a là une image qui peut prêter à commentaire, à analyse? Vous dites que c'est un beau succès. Je me souviens d'un article publié dans Le Débat par un franco-allemand dans la même situation que vous, évidemment aussi bilingue, qui avait démissionné d'Arte et qui avait fait un long article dans Le Débat dans lequel il expliquait que l'article avait été intitulé Arte, vache à lait franco-allemande, illusion française et je ne sais plus ce que c'était pour l'Europe. Et en fait, il expliquait que les chaînes de télévision allemandes, qui sont des chaînes de Länder, achetaient des paquets parce que c'est comme ça que ça se présente sur le marché. Donc, dans ces paquets, il y avait une émission, que ce soit de fiction ou documentaire, etc., une émission vedette que ces chaînes voulaient absolument avoir. Et puis, évidemment, dans les paquets, il y a des émissions phares. Puis, il y a des choses qui sont beaucoup moins intéressantes. C'est un documentaire sur l'influence de la nuit polaire sur le psychisme des lapons. Mais il faut que vous l'achetiez parce que sinon, vous n'aurez pas le grand film que vous voulez avoir. Et il expliquait que les chaînes de télévision des Länder achetaient le paquet et refilaient à Arte
les nanars, les documentaires sur l'influence de la nuit polaire sur le psychisme des Lapons dont il ne voulait pas. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est encore vrai. L'article a quand même une dizaine d'années. Mais puisque nous parlons de ce que sont les relations au jour le jour de nos deux sociétés, peut-être faut-il aussi aborder cette question. Mathias Fekl. Je regarde très peu la télé, et je ne devrais pas avouer ça publiquement, mais je regarde très peu la télé, y compris Arte. Donc je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre, mais il me semble quand même, y compris quand on regarde les chiffres d'audience, qu'il y a eu une progression importante et que Arte est passé d'une télé vraiment de niche extrêmement élitiste et fermée à quelque chose de beaucoup plus ouvert, alors sans atteindre des scores d'audimat délirants, mais qui quand même s'adresse à un large public et que depuis le début, il y a eu une ambition franco-allemande importante. Mais encore une fois, il y a de meilleurs spécialistes que moi sur ce sujet. Mais je voudrais faire le lien entre les deux questions précédentes. Il me semble que pour apporter des preuves d'Europe, il faut à la fois partir du terrain et partir du changement de situation géopolitique et géostratégique. C'est sur les deux plans, en articulant les deux, qu'il faut apporter, encore une fois, des preuves d'Europe. Sur le terrain, il faut ancrer l'Europe et le franco-allemand dans les cœurs, et ça suppose de l'apprentissage de langue beaucoup plus généralisé, ça suppose des échanges, ça suppose un vrai volontarisme, mais c'est faisable. Honnêtement, si l'Union européenne n'est pas en mesure d'offrir à tous ces jeunes 6 mois quelque part de découverte, d'apprentissage, etc., c'est sans doute que le projet en tant que tel n'est plus viable, ce que je ne pense pas. Donc il faut soutenir les initiatives. Il y en a d'extraordinaires. Je suis souvent en Allemagne et très frappé par l'enthousiasme qui existe encore sur le terrain, pas simplement dans les régions frontalières, et le grand prestige dont jouit la France. J'étais à Mannheim, par exemple, il n'y a pas longtemps. Il y a un consul honoraire, donc totalement bénévole, qui fait des choses extraordinaires là-bas, Monsieur Zöller. Il ne se passe pas un mois sans que vous ayez une initiative majeure. La garde républicaine qui vient jouer des expositions communes. Il fait la même chose d'ailleurs dans sa maison en Corrèze, en voulant vraiment rapprocher au plus près du terrain les citoyens. Donc ça, c'est le premier aspect de preuve qu'il faut apporter, parce que sinon, l'Europe restera abstraite, voire menaçante pour beaucoup de gens, dans des territoires plus éloignés que les capitales. Et puis ensuite, il y a le changement de donne géopolitique, géostratégique, qui est fondamental. Et quand même, à la fois les écoutes jusque sur le portable de la chancelière et le comportement et les décisions de Donald Trump ont heurté beaucoup et ont sans doute un peu secoué la léthargie allemande sur ce sujet-là. Mais là-dessus, moi j'ai déploré, par exemple, que le président Macron, la chancelière Merkel, au lieu de faire à quelques jours d'intervalle une visite officielle aux États-Unis, ne la fassent pas ensemble. C'est-à-dire que là, vous aviez quelque chose qui, je pense, ne s'est jamais fait, qui aurait été extrêmement atypique. Je parle sous le contrôle de notre ancien ambassadeur aux États-Unis là-dessus, mais qui aurait eu un impact psychologique, politique et sans doute concret extrêmement important. Ça aurait été l'Europe qui protège, l'Europe souveraine, l'Europe qui se projette ensemble dans le monde, plutôt que l'un y va d'abord en visite d'État, la seconde y va juste après. C'est pas une visite d'État, mais elle obtient quand même des choses, mais pas tout. Enfin, ça ne marche pas. Et donc c'est navrant de voir que sur des choses comme ça, qui supposent ni de revoir les traités, ni de passer la moindre loi où que ce soit, ni même de prendre un décret, mais qui supposent de se mettre d'accord sur un déplacement, ne soient tentées. Là, vous avez des initiatives à prendre qui sont fortes. François Bujon de l'Étang. Non, on n'a jamais fait en écho à ce que dit Mathias Fekl, je le confirme. Et je peux confirmer que les initiatives franco-allemandes, quand on en prend aux États-Unis, laissent toujours les Américains stupéfaits. Moi, je me souviens, parce que je m'entendais très bien avec mon collègue allemand, Jürgen Krobock, nous avons fait des visites ensemble au gouverneur de Californie, par exemple. Il était stupéfait, le gouverneur de Californie. Il pensait probablement que la France et l'Allemagne étaient encore en guerre, mais de voir arriver dans son bureau déjà, les deux ambassadeurs. Autrichien, non. Comment ? Qui n'était pas encore un non, ancien Autrichien. Non, ce n'était Autrichien. pas un ancien Autrichien. Non, c'était pas lui, justement. C'était le gouverneur Davis. Mais il était stupéfait. Et nous avons souvent, à plusieurs reprises... Peut-être faut-il préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas fans de culturisme que l'ancien Autrichien, c'est Schwarzenegger. C'est Schwarzenegger, oui, bien sûr. Californie. Bien sûr. Non, ça n'était pas lui. Nous avons pris d'autres initiatives, comme d'aller ensemble à la commission des forces armées du Sénat ou à la commission des affaires étrangères du Sénat pour faire des dépositions franco-allemandes. Et chaque fois, ça provoquait la stupéfaction chez les Américains, qui ne sont absolument pas habitués, parce que cette idée du couple ou du tandem, comme on préfère dire en Allemagne, franco-allemand, elle n'a pas traversé l'Atlantique.
pour l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une Europe générale, il y a la France, il y a l'Allemagne. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand il était à la veille de quitter ses fonctions, le président Obama est venu en Europe passer le flambeau, littéralement, de la défense du lien transatlantique à Madame Merkel, pas au couple franco-allemand. Il savait ce qu'il faisait très bien, et c'est tout à fait intéressant. Mais je reviens sur ces affaires de défense, parce que je crois qu'elles sont capitales. Il commence à y avoir une prise de conscience qu'on voit du fait qu'il faut relancer la défense européenne. Alors la défense européenne, c'est évidemment un vieux cheval de bataille qui en a vu de toutes les couleurs au fil des décennies et qui n'a jamais vraiment décollé. Mais le sujet revient à l'ordre du jour aujourd'hui. Et alors, de façon connexe, je voudrais savoir votre appréciation sur les conséquences du Brexit sur les malentendus franco-allemands. Parce que notre partenaire le plus naturel en matière de défense au sein de l'Europe, c'est le Royaume-Uni. Ce n'est pas l'Allemagne. C'est le Royaume-Uni qui est l'autre puissance nucléaire militaire et avec laquelle nous partageons des choses tout à fait importantes dans ces domaines. Et la volonté affirmée en France comme au Royaume-Uni de continuer de développer ce lien après le Brexit est d'ailleurs un élément dont il faudra tenir compte. Mais voilà qu'il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas, au Conseil européen du 10 mai, si je me souviens bien, Madame Merkel a affiché de véritables mamours avec Madame May, de façon presque surjouée, alors que de son côté, Monsieur Macron exprimait son impatience et sa volonté d'en terminer avec cette affaire du Brexit et de ne pas donner de nouveaux délais longs au Royaume-Uni. Est-ce que c'est un nouveau malentendu franco-allemand ? Est-ce que lorsque le moment viendra, on pourra encore compter sur Madame Merkel, Monsieur Tusk et quelques autres pour donner de nouveaux délais au Royaume-Uni? Est-ce qu'on va continuer, comme disent si bien les Anglais, à kick the can down the road, à continuer à donner des coups de pied dans la canette, dans la canette vide de bière, pour ne pas décider? Est-ce que c'est un nouveau malentendu? Est-ce que c'est une difficulté? Quelles conséquences cela va-t-il avoir pour les projets franco-allemands en matière de défense, alors même que ceux-ci déjà sont mis en doute par la politique d'exportation d'armement défendue par le SPD notamment? Matthias Fekl. La position allemande franco-allemande et européenne a tenu assez longtemps sur le Brexit. Moi, je suivais beaucoup ça pour le gouvernement quasiment jusqu'au bout, jusqu'au moment de prendre les décisions. Mais nous, on avait quand même très peur, au moment du Brexit, que très vite, les Britanniques, négociateurs redoutables, réussissent très rapidement à vraiment diviser les Européens, à jouer les intérêts économiques des uns contre ceux des autres, à jouer même les filières industrielles les unes contre les autres. Et les choses ont tenu assez longuement. Ce qui est vrai, c'est qu'il est absolument intenable de vouloir garder le Royaume-Uni un peu plus longtemps. C'est impossible de vouloir sortir du club et de continuer à y faire élire des représentants, de continuer à y garder même des fonctionnaires. Et il faut que tout ça cesse et qu'ensuite on soit en mesure de poser les règles d'un bon partenariat économique avec le Royaume-Uni, qui, je le rappelle quand même, est l'un de nos rares excédents commerciaux et je pense encore aujourd'hui notre premier excédent commercial. Donc la France a aussi intérêt à pas faire comme si la Grande-Bretagne était devenue un adversaire. Simplement, ce qu'on ne peut pas octroyer au Royaume-Uni, c'est de se dire avant, déjà, ils avaient un pied dedans, un pied dehors, et maintenant ça va être l'inverse. Non. Quand vous avez décidé de quitter l'entité communautaire, vous devez la quitter définitivement. Alors, sur les sujets de défense, ils ne sont pas communautaires. Ils sont classiquement bilatéraux. On a beaucoup travaillé là-dessus avec les Britanniques, avec Bernard Cazeneuve, dans un rapport pour l'Institut Montaigne, et en traçant des perspectives, en disant précisément sur défense, sécurité, antiterrorisme, avec nos services de renseignement qui sont en France comme en Grande-Bretagne parmi les meilleurs au monde, nous avons là aussi des intérêts fondamentaux à continuer à travailler ensemble et à rester intégrés, mais non pas au sens communautaire européen, mais dans un sens bilatéral. Là-dessus, il faudra absolument poursuivre les choses. Sans les Britanniques, la sécurité, y compris européenne, contre le terrorisme, ne peut pas aujourd'hui être assurée de manière satisfaisante. Nicole Niezotto. Oui, vous confirmez en fait, sans vouloir trop l'admettre, que sur le Brexit, Madame Merkel s'est complètement dissociée de la position française. C'est-à-dire, elle défend le marché
et elle ne défend pas la cohésion de l'Europe qui reste. Et moi, je voudrais vous poser la même question sur les Américains. François Bujon de l'Étang disait tout à l'heure que Donald Trump est un président anti-européen. Moi, je irais plus loin. Je dis, c'est le premier président des États-Unis anti-allemand, profondément anti-allemand. Je me souviens l'année dernière au G7 où il lançait des bonbons à Madame Merkel en disant « Tiens, Angela, tu diras pas que je t'ai pas donné quelque chose. » Il a pris de sa poche des bonbons. Bon, donc, on a un président... Un petit problème de rapport aux femmes aussi. Oui, aussi. Oui, il disait qu'il avait 5 garçons. Non, je crois que je confonds avec un autre. Bref. Oui, mais en tout cas, on a... C'est le Brésilien qui a 5 garçons et karaté, et une fille parce qu'il était fatigué ce jour-là. On a donc du côté américain un président qui est vraiment agressif contre l'Allemagne. Or, Madame Merkel, jusqu'à très récemment, résistait avec la France. Et depuis quelque temps, Madame Merkel est au contraire dans une attitude de compromission avec les États-Unis et de conciliation avec les États-Unis. C'est elle qui a voulu se dépêcher pour ouvrir les négociations transatlantiques sur le marché. C'est elle qui ne veut pas taxer les GAFA parce qu'elle ne veut pas de problème de réciprocité sur les voitures allemandes. Donc on a l'impression que, et sur le Brexit et sur les Américains, les Allemands jouent perso. J'ajouterais juste, je crois, elle est plus aux tâches de l'industrie automobile allemande que de compromission avec le président américain. Oui, mais ça revient Mathias Fekl, sur cette double question qui était aussi la dernière. Contrairement à peut-être ce que j'ai laissé entendre, puisque vous l'avez compris ainsi, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, et je le regrette. Ça me semble parfaitement regrettable. C'est-à-dire que les intérêts de court terme, l'industrie automobile, le machinisme, l'exportation allemande de manière générale, l'emportent sur les intérêts de long terme. Les intérêts de long terme, c'est d'être en mesure de s'affirmer, d'affirmer l'Union européenne comme une entité forte qui pèse dans le monde, qui est en mesure de répondre quand on inflige des milliards d'euros de pénalités et d'amendes extraterritoriales à nos entreprises. Autant d'argent volé à l'Europe, qui rentre dans les caisses publiques américaines, autant de concurrence déloyale qui est créée, donc en mesure de s'affirmer contre ça, en mesure de s'affirmer contre toutes les mesures de rétorsion, inamicales, voire déloyales qui sont imposées, et donc entre l'Asie, les États-Unis et l'Amérique latine, de peser à la hauteur de ce que nous sommes, c'est-à-dire la première entité économique au monde, et, pardon, mais ce n'est pas accessoire, un continent qui a une civilisation, qui a une longue histoire, qui a un projet, qui a un modèle social unique au monde et qui doit continuer à être porté. C'est le rôle de nos deux pays, la France et l'Allemagne. Et donc des considérations de court terme, aussi légitimes ou fortes soient-elles, ne doivent jamais pouvoir effacer cela. Mathias Fekl, je vous remercie. Je remercie par ailleurs Merci à vous. Ceux avec qui cette émission a été préparée, Charlotte Montier, Nicolas Tourneau qui assure la vie de notre site et Benoît Carré, la retranscription. Je remercie bien entendu ceux de nos auditeurs qui nous soutiennent, qui, s'ils veulent le faire et ne le font pas encore, peuvent trouver sur notre site tous les moyens d'y parvenir. Je remercie bien sûr la compagnie d'assurance MMA pour son soutien, je l'ai dit tout à l'heure, matériel, mais pas seulement, aussi pour son soutien moral qui consiste à nous faire connaître. Et puis, je remercie Adrien Beccaria du studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville, le producteur ou plutôt le responsable de notre producteur Nouvelles Écoutes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique.